Bonjour, bienvenue dans ce huitième épisode des Midis de la qualité consacré au projet personnalisé. Sans tarder, je vais tout de suite passer la parole à Samantha Dodard qui va introduire ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Samantha Dodard, responsable du département qualité et droit des usages à l'ARS Bretagne. Donc, comme l'a dit Gaëlle, bienvenue dans ce huitième épisode, les Midis de la qualité, consacré au projet personnalisé. Nous avons retenu ce thème à la suite de l'analyse des évaluations transmises à l'ARS Bretagne. Donc, nous avons partagé les premiers éléments lors du webinaire du 24 février dernier. Ces résultats mettent en lumière les points forts des ESMS bretons, mais aussi des marges de progression. Concernant la co-construction du projet personnalisé, les indicateurs en Bretagne apparaissent en deçà de la moyenne nationale. Au-delà des chiffres, il nous semble crucial de nous arrêter sur cette question, car permettre à chaque personne d'être actrice et pilote de son accompagnement constitue l'essence même de notre démarche. Cette philosophie de l'accompagnement, fondée sur des valeurs éthiques fortes, place l'usager au centre de toutes nos actions. Nous souhaitons donc transformer ce constat en opportunité, explorer ensemble des pistes concrètes, partager des outils, des ressources, des points de vigilance pour faire de la co-construction une pratique quotidienne dans les établissements et services. Je tiens à remercier le CREAI Bretagne et le CAPS Bretagne pour la préparation de ce temps d'échange, ainsi que les établissements qui ont accepté de témoigner. Enfin, compte tenu de l'actualité, nous conclurons ce webinaire par une présentation courte des actualités. Merci à toutes et à tous pour votre présence nombreuse aujourd'hui qui témoigne de l'intérêt que nous portons tous à ce sujet. Bon webinaire. Merci Samantha. Pardon pour ce petit calage technique. Donc, je suis Gaëlle Lepabic du Créail de Bretagne. Donc, comme l'a indiqué Samantha, l'objectif de ce webinaire, c'est de se consacrer à la question de la co-construction et de la personnalisation du projet personnalisé. Nous vous avons présenté ici rapidement un peu dans le cadre du manuel sur les différents chapitres, c'est-à-dire le premier chapitre la personne, le deuxième les professionnels, le troisième le SMS, comment sont abordées les questions, les critères de co-construction et de personnalisation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer essentiellement sur ces critères dans le chapitre 1. Bien sûr, ils sont à mettre en résonance avec ceux du chapitre 2 et ceux du chapitre 3. Les premiers constats ou points de vigilance qu'on aimerait vous partager, issus des premiers résultats des évaluations, c'est que déjà le projet personnalisé, il concerne l'ensemble des personnes accompagnées ou accueillies, parce qu'il est à la fois inscrit bien sûr dans la loi 2022, mais également il constitue pour la Haute Autorité de Santé la meilleure réponse que peuvent apporter les professionnels face à un risque d'une approche standardisée de l'accompagnement. La mission principale des professionnels, évidemment, elle va être d'encourager et de faciliter la participation de la personne à son projet. Ce qui implique de lui expliquer, ben, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un projet personnalisé, à quoi il sert, quels avantages elle va y trouver, cette personne, qu'elle en comprenne le sens pour qu'elle ait envie de s'y impliquer. Et donc, peut-être les premières ressources qu'on voulait vous proposer autour de cette question, ce sont des ressources que vous pourrez ensuite retrouver également dans les ressources du webinaire. Bien, ce sont des ressources en facile à lire, facile à comprendre, qui ont été élaborées qui permettent de bien comprendre ce que c'est le projet, par quelle étape et pourquoi moi, personne accompagnée, je peux avoir intérêt à participer à l'élaboration de mon projet. Évidemment, la personne reste libre de participer à l'élaboration de son projet sans y être contrainte. Il s'agit bien d'un droit et pas d'une obligation. La charte des droits et libertés de la personne accueillie vous le reprécise. Ça veut dire qu'on va se poser des questions en cas de refus. Est-ce que la personne a bien compris l'intérêt du projet pour elle? Est-ce que nous-mêmes, nous avons été clairs?
Peut-être, deuxième question, comment allons-nous documenter ce refus? Et puis, toujours se rappeler, comme nous le disent d'ailleurs les recommandations de bonne pratique, que ce refus, il est valable au moment où on pose la question. Mais peut-être que dans ce moment où on m'a posé la question, je vivais quelque chose d'un petit peu compliqué, je me trouvais en opposition avec l'accompagnement, et donc il est important de reprendre régulièrement cette question à d'autres moments, peut-être où je vais un petit peu mieux. Et puis, si la personne ne souhaite pas s'impliquer, ben évidemment, ça ne remet pas en cause l'accompagnement dont elle bénéficie. Il va donc falloir se demander ben, quel est l'accompagnement socle que nous proposons aux personnes qui ne souhaitent pas élaborer et co-construire un projet personnalisé. Donc ça, c'était peut-être un premier point de précision. Le deuxième point de vigilance, issu de l'analyse des rapports d'évaluation, c'est peut-être rappeler que c'est bien le projet que la personne va construire avec le soutien des professionnels. Ça veut dire que cette personne, bah, elle va exprimer déjà un certain nombre d'attentes en matière d'accompagnement. Et pour illustrer finalement une des manières dont ça peut se passer, nous vous proposons un témoignage de retour d'expérience avec Pascale Vielle, qui est directrice du CCAS du Menet dans les Côtes-d'Armor. Et donc CCAS qui a la responsabilité de deux EHPAD. Donc pour vous situer, ils sont situés à peu près entre Loudéac et Lamballe. Donc la résidence Le Soleil d'Or et la résidence de la Clairière. Pour ces deux établissements, le projet d'établissement est appuyé sur des approches donc notamment l'approche Carpe Diem, mais aussi sur la méthode de validation selon Naomi Feil, qui est une méthode qui vient s'appuyer sur notamment tout ce qui est communication verbale et non verbale et le registre de l'empathie relationnelle, qui va fortement évidemment teinter le témoignage que va vous apporter Madame Vielle. Je vous laisse la parole, Madame Vielle. Eh bien, bonjour à tous. Comment on en est venu dans nos deux résidences à quasiment protocoliser la démarche du projet d'accompagnement individualisé? C'est vraiment une démarche qui est issue des deux formations que vous venez de citer. Tout d'abord, la validation de Naomi Feil, parce que toute notre équipe est formée depuis 2009. Et puis plus récemment, à partir de 2015, Carpe Diem, qui est l'approche québécoise, euh, qui a mis, euh, qui a mis tous les acquis de la méthode de Naomi Feil vraiment au quotidien, dans une approche pratico-pratique du quotidien. Et donc, on procède par étapes. Et la première étape, c'est un questionnaire qu'on remet à la personne qui va prochainement arriver, un questionnaire d'entrée. Et ce questionnaire, il fait 14 pages. Alors, ça questionne en effet beaucoup les familles et la personne entrante parce qu'on va vraiment dans le détail. L'objectif étant avant l'admission d'avoir bien compris qui est-ce qu'on allait accueillir et quelles étaient les habitudes de vie de cette personne. Dans la mesure du possible, on a fait bien sûr une visite à domicile autant que faire se peut. La deuxième étape, c'est de nommer un référent qui est parfaitement au clair avec ses missions qu'on va détailler plus tard. Et enfin, et ça c'est tout le socle de la méthode Naomi Feil, on va s'appliquer à déterminer les attentes et les besoins fondamentaux et universels de la personne accueillie. Ça, c'est vraiment une démarche qui prend de l'énergie, qui prend du temps, qui questionne les familles, qui nous demandent, mais est-ce que vous avez vraiment besoin de savoir tout ça?
qui questionne bien sûr la personne qui vient d'arriver parce que, alors on essaye d'être le moins intrusif possible et bien sûr on ne prend pas rendez-vous un après-midi avec le résident en lui disant voilà, maintenant on va se poser, vous allez tout nous expliquer. Ça se fait par petites touches. Ça se fait pendant le soin, pendant tous les accompagnements, pendant un transfert entre le logement du résident et la salle à manger, par exemple. On discute, on essaye d'en apprendre le plus possible et de sentir un peu quel est le besoin qui s'exprime le plus fortement chez la personne. Euh, c'est un gros travail d'équipe, ça nous a pris beaucoup de temps. J'ai employé au départ le mot de protocolisation. Alors c'est presque un gros mot dans ma bouche, hein, parce que je ne suis pas fan des démarches protocolisées, mais on en est quasiment finalement arrivé là sans l'avoir souhaité. Euh, mais voilà, on a écrit une démarche qui consiste à explorer pour comprendre la personne, pour comprendre ce qu'elle attend de nous et de son séjour dans un logement et dans un établissement où elle n'a pas forcément choisi de venir vivre, hein, ni de venir finir ses jours. Voilà, voilà, c'est... Alors concrètement, comment ça se traduit? Et puis je profite d'avoir le micro ouvert pour signaler à l'ensemble des participants qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat et que nous relayerons leurs questions, soit à vous-même, soit en fin de webinaire pour expliciter certains aspects qui auront été abordés, soit par l'ARS, soit par moi-même. Donc concrètement, comment ça se matérialise, Madame Ville? Ben, concrètement, on a fait un document support qui nous permet d'explorer les besoins de la personne sur 6 domaines qui, qui balaye vraiment les préoccupations du quotidien. Comme vous pouvez le voir, l'objectif numéro un, c'est d'interroger le cadre de vie. Est-ce que la personne, elle a investi son logement? Nous, on travaille beaucoup sur la notion domiciliaire. Notre mantra, c'est ils sont chez eux, on est leurs invités. Donc, comment on fait vivre cette notion domiciliaire au quotidien? Donc, on va un peu scruter ça. En termes d'autonomie et de sécurité, est-ce qu'on stimule vraiment la personne à faire par elle-même au lieu de faire à sa place? Mais en même temps, est-ce qu'on met en place tous les moyens pour la mettre en sécurité? Alors l'objectif numéro 3, ça reste quand même du domaine du médecin co et de l'infirmière coordinatrice et de son équipe. L'objectif numéro 4, contact avec l'extérieur, c'est comment on préserve le lien social, mais aussi la notion de citoyenneté euh, pour le résident, même quand il a peu de contact avec l'extérieur. On essaye avec les équipes, mais aussi les bénévoles, on essaye de préserver ça. L'objectif numéro 5, c'est celui qui explore l'animation. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à cette personne pour qu'elle ait envie de faire des activités sachant qu'on est beaucoup sur les activités quand même du quotidien, hein. Bien sûr, comme partout, dans tous les établissements, on propose des spectacles, de la médiation animale, des sorties, etc. Mais on est beaucoup sur les activités du quotidien. Comment je peux encore, bien que je sois dans un EHPAD, prendre en charge mon logement, balayer, faire les poussières, faire une petite vaisselle si je peux, des choses comme ça, plier du linge, voilà. On les emmène visiter la lingerie, par exemple, pour qu'ils aient bien la compréhension du circuit de leur linge, qui est quand même assez opaque hein, dans nos établissements. Le linge disparaît quand il est sale, réapparaît quand il est propre. C'est un peu magique en EHPAD, et donc nous, on essaye de leur faire comprendre tout ça, et puis de les faire participer à ça dans l'unité dédiée aux personnes ayant des troubles cognitifs. On encourage les personnes à aller elles-mêmes mettre leur linge dans la machine à laver
Et beaucoup s'asseyent d'ailleurs devant la machine à laver et attendent que le programme soit fini. Et ensuite, on les invite à mettre à sécher, etc., voire repasser, plier son linge, etc. Voilà, on est beaucoup sur ce type d'activité-là. Et Merci. l'objectif numéro 6, c'est les accompagnements spécifiques. Donc, comment on peut utiliser des accompagnements non médicamenteux. Ok, merci beaucoup. Quand on a échangé ensemble pour préparer ce webinaire, vous m'avez dit, mais ça repose forcément et ça nous a obligés à penser, réfléchir les missions du référent de projet. Donc là encore, vous avez, même si c'est pas votre tasse de thé, vous avez été amené un petit peu à protocoliser, en tout cas à schématiser ces missions et déjà à en identifier peut-être 7. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus sur ces missions? Oui, bien sûr, le référent, il doit savoir ce qui est attendu de lui et surtout comment il va pouvoir construire sa relation avec le résident. Et ça commence bien sûr avant l'arrivée du résident, puisqu'il va pouvoir, à chaque fois que c'est possible, comme je le disais tout à l'heure, aller rencontrer à son domicile la personne qu'on va accueillir. Et puis, il va prendre connaissance de toutes les informations qui sont contenues dans le fameux dossier de 14 pages. Dans la mesure du possible, mais ça, je dirais que c'est pas réalisable pas plus de 50% des cas, le référent est pas forcément présent au moment de l'admission de la personne. On a bien sûr des contraintes de planning. En revanche, dès qu'il est de retour dans la structure, il doit aller se présenter, apporter un petit cadeau de bienvenue, le livret d'accueil, une brochure, etc., le cahier de liaison, expliquer l'intérêt de Familéo à la famille, etc. Et puis faire du lien entre ce nouveau résident et ses voisins d'étage, ses voisins de table, etc. Après, ça va être sur le long terme. Il va l'aider à se repérer, lui expliquer l'organisation, les horaires, et il tricote du lien. Vraiment, c'est ça. Quelqu'un qui tricote du lien social entre le résident, sa famille, et puis les membres de l'équipe, les autres résidents. Dès qu'il a fait un peu le tour de qui est cette personne, et qu'est-ce qu'elle attend un peu, eh ben il en parle aux transmissions avec les collègues et il commence à proposer l'actualisation du plan de soins. Par exemple, il peut avoir découvert au cours de ces entretiens avec le résident que la personne préférerait franchement euh, prendre son petit déjeuner avant de faire sa toilette. C'est dans ses habitudes. Et puis là, ça fait deux, trois fois qu'une aide-soignante est venue lui proposer de faire sa toilette avant et ça lui convient pas. Du coup, il va actualiser le plan de soins, il va redire à ses collègues tout l'intérêt des choses. Et ça va se faire dans le temps jusqu'à la mise en place vraiment de l'écriture du projet d'accompagnement individualisé qui se fait entre 3 et 6 mois après l'arrivée du résident parce qu'on a besoin de le connaître vraiment, ce résident, et puis de tisser un lien de confiance avec lui autant qu'avec sa famille. Merci. On a déjà une petite question, Madame Vielle, qui nous vient des participants, qui est, est-ce que vous avez un profil spécifique des référents? Qui peut être référent? Qui est référent dans vos EHPAD? Il y a clairement un profil spécifique, c'est l'agent qui a envie. Et après, qu'il soit aide-soignant, agent de soins, agent d'hébergement, infirmière, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est d'avoir envie. Ok, merci de cette précision. Du coup, je vous ai peut-être coupé dans votre programme, Non, mais ça peu va, importe, peu peu importe. importe, vous voyez qu'après, au niveau de la mission numéro 6, ben voilà, il articule vraiment la prise de rendez-vous, et puis il va expliquer tout l'intérêt du projet, tout ce que vous avez rappelé en introduction. Euh, et voilà, ça va s'affiner dans le temps. On va aussi bien sûr entendre les besoins de la famille, qui sont quelquefois radicalement différents des besoins du résident. On va essayer de mettre du lien dans tout ça. Et à la fin,
lorsque tout le monde sera d'accord, le projet d'accompagnement du résident sera transmis dans NetSoin de façon à ce que tout le monde puisse y accéder. Et on fait, c'est pas marqué là, mais on fait une petite interro orale de temps en temps quand il s'agit de rappeler au cours des transmissions, il peut y avoir, ah ben j'ai eu un souci ce matin avec madame ou monsieur untel. Ok, on reprend le projet d'accompagnement. Vous vous souvenez des objectifs de cette personne? Et voilà, on réactualise comme ça. Ok, merci beaucoup. Peut-être faire passer un message aux participants de notre webinaire que vous pouvez utiliser de préférence le bouton qui s'appelle Q&R, qui est donc le bouton questions et réponses, ce qui permettra à l'Agence régionale de santé ou au CAPS Bretagne de vous apporter des réponses écrites que tout le monde pourra voir. Et puis, juste, peut-être, est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part des participants ou que les participants souhaitaient poser à Madame Biel? Oui, il y avait une question autour des objectifs. Est-ce qu'ils sont proposés par l'équipe ou construits par le résident? Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, Madame Vielle, est-ce que les objectifs, ils sont proposés par l'équipe ou construits par le résident à partir de vos 6 domaines d'exploration? On essaye d'explorer la totalité des objectifs, mais il y a des objectifs qui n'ont pas lieu d'être poursuivis pour tel ou tel résident. Euh, voilà les accompagnements spécifiques. Il y a plein de résidents pour lesquels c'est sans objet, donc on n'y va pas. Et puis il y a des objectifs que le résident ne souhaite pas explorer avec nous non plus. Donc ça, c'est vraiment... C'est le résident, le chef d'orchestre, hein. Nous, on propose des choses et puis, Mm. alors on essaye de les proposer avec le plus de pédagogie et d'empathie possible. Mais quand le résident dit non, bah c'est non, hein. Mhm. Ok. Je pense que la question un peu sous-jacente qu'il y avait derrière, c'était vraiment sur la notion de formulation, puisqu'à un moment, ce projet, il est écrit et voilà, est-ce qu'il est formulé, mis en forme par le Ben, on n'arrive pas professionnel? chez le résident en lui disant, alors attendez, j'ai le premier objectif qui est votre cadre de vie. Non, bah voilà, déjà on observe comment le logement est investi par la personne et puis on interroge sur, ah mais dites donc, elle est drôlement chouette cette horloge, ça fait longtemps que vous l'avez, voilà. Euh, et est-ce que il y a des choses qui vous manquent? Est-ce que voilà, est-ce que vous souhaiteriez qu'on discute avec votre famille pour avoir, je sais pas, ce fauteuil? Je me souviens, il y a très peu de temps, il y a une dame qui nous avait dit, ah, mais moi ce fauteuil, je m'assieds pas dedans parce que je suis pas bien. Donc après, il y a toute une discussion avec la famille pour reprendre le fauteuil. Ok. Ah, voilà. On va poursuivre dans l'avancée de notre webinaire. Madame Vielle reste connectée avec nous, donc si vous aviez d'autres questions, peut-être en fin de webinaire, nous pourrions lui les faire passer. Euh, Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. Donc, je vous mets là le petit bouton sur lequel vous pouvez poser vos questions. Alors, le troisième point de vigilance concerne l'évaluation des besoins. Les besoins doivent être évalués à l'aide d'outils validés. Donc ça veut dire qu'il faut régulièrement se poser la question de quels sont les outils que nous mettons à disposition des professionnels pour l'évaluation des besoins. Ces outils sont-ils validés? Avec quel niveau de preuve? Et là, on va aller chercher des ressources parce que c'est pas forcément nous qui les avons. Je vous en ai mis 2 exemples, mais il y en a énormément. Donc, par exemple, dans le champ de la déficience intellectuelle, vous avez ce guide de l'évaluation qui est en libre accès depuis la filière de santé déficience. Ou bien l'évaluation gériatrique standardisée qui est disponible et sur laquelle, en général, les médecins co sont plutôt à l'aise pour vous dire s'il y a un bon niveau de preuve ou un mauvais niveau de preuve sur tel ou tel outil.
Évidemment, si on se situe dans le champ de l'autisme, peut-être on s'adressera au centre de ressources autisme. Si on se situe dans le champ du polyhandicap, on pourra s'adresser à l'équipe ressources régionales. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Il existe évidemment autour de nous et en Bretagne un certain nombre de centres de ressources qui peuvent vous soutenir pour répondre à ces questions de l'évaluation des besoins à l'aide d'outils validés. Quatrième point de vigilance, une co-construction réelle qui respecte le consentement éclairé. Ça va nous amener à nous poser la question, évidemment, de à quelles étapes la personne est-elle réellement présente, est-elle réellement écoutée dans le processus de co-construction du projet. Peut-être proposer maintenant un deuxième retour d'expérience dans un contexte un peu différent, puisque là, nous restons dans les Côtes d'Armor, mais nous basculons chez Argued du côté du dispositif IME. Ça veut dire plutôt un établissement et des services enfants avec Marion Dauphouy et Catherine Livebardon. Je vous laisse démarrer, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, donc pourquoi cette démarche autour du projet personnalisé d'accompagnement? D'abord parce que le pouvoir d'agir, c'est la première orientation stratégique de notre projet d'établissement. Alors, je précise que l'établissement déborde le DIM, hein. Il y a un certain nombre de services divers et variés pour accompagner de 0 à 65 ans et plus. Donc, à partir de là, on a tiré un peu le fil et on a fait un certain nombre de constats autour de notre projet personnalisé d'accompagnement. On en avait un à peu près partout, conformément à la réglementation, mais on s'est rendu compte quand même que la personne, elle était associée plutôt en seconde attention. Les professionnels évaluaient la situation et étaient force de proposition pour les objectifs, que ces évaluations, elles étaient quand même plutôt basées sur des manques identifiés. Et après, au niveau des PPA, les constats, c'est que les objectifs étaient souvent flous, difficiles à mesurer, et puis que ça se basait quand même sur notre offre de services principalement, et qu'au final, il y avait quand même un petit air de ressemblance entre tous nos projets. Donc, à partir de là, on a cherché de nouveaux outils, expérimenté, et on a croisé sur notre route cette démarche du PPA Passe-Part. Donc, c'est une démarche basée sur une approche qui est basée sur les compétences. Et je vais passer la parole à Marion qui va vous expliquer ça. Donc effectivement, on a depuis 2021, en fait, l'ensemble des professionnels de l'établissement Argued a été accompagné par Ghislaine Sanson-Saunier et Pierre-Paul Lachapelle pour nous former au processus d'actualisation sociale de soi par l'adaptation et la réadaptation, où là, on est vraiment sur une évaluation des compétences que la personne, dont la personne dispose, donc que ce soit en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être ou savoir communiquer. Sur la logique, en fait, en lien avec la thématique qui nous regroupe aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment sur l'idée de construire ensemble, où la personne devient vraiment autrice de son projet, en essayant de se dire que voilà, pour que la personne puisse se saisir de son projet, il faut qu'elle y retrouve du sens, qu'elle ait la capacité de faire ce qu'on lui propose de faire, et qu'elle ait aussi bien évidemment une satisfaction et une reconnaissance de pouvoir avoir réalisé, voire atteint certains objectifs qui ont été co-construits. Donc l'idée de la co-construction et de cette démarche, du coup, c'est que donc il y a à partir d'un document ressources, il y a 2 temps dans la rencontre, à partir d'un document qui s'appelle le recueil des besoins et des attentes. Donc un temps où la famille et la personne expriment les besoins, et puis un temps où donc qui fait suite, un temps où on évalue ensemble les compétences dans tel et tel domaine de vie de la personne.
Donc, il s'agit bien d'un processus auquel la personne participe vraiment du début à la fin, que ce soit du recueil de ses besoins jusqu'à la construction, signature de son projet personnalisé, ou à travers des objectifs, un tableau des objectifs, on précise du coup les prestations existantes au sein de l'établissement ou à l'extérieur et des critères, des résultats pour pouvoir évaluer l'atteinte de ces objectifs. Comment vous vous y êtes pris pour déployer cette démarche? Alors, c'est une démarche qui a fait l'objet d'un déploiement institutionnel. Donc, au-delà, tous les services enfants et adultes. Et on a décidé que ce serait vraiment le socle, notre socle d'accompagnement, vraiment avoir une culture commune. Pour ça, bah, évidemment, ça demande un peu de temps, on est un petit peu nombreux, donc on a échelonné avec des formations sur 1 an en 3 cohortes. Il y a eu un suivi continu des formateurs et bien évidemment, on a mis en place une organisation pour pouvoir d'une part piloter et aussi pérenniser cette démarche dans le temps. Ok. Donc pour ça, en fait, on a traditionnellement mis un comité de pilotage, mais on a aussi mis en place des comités de suivi. Et ça a été très, très important parce que c'est ces comités de suivi, en fait, où les professionnels ont pu échanger sur leurs pratiques, voir les difficultés et les défis que ça représentait en termes de posture, hein, parce que là, on est vraiment sur un enjeu culturel et de posture pro. Ça a été très, très important et d'établir ensemble ce processus de réalisation du projet personnalisé d'accompagnement. Pour pérenniser, on a mis en place un groupe de formateurs accompagnateurs qui ont été formés spécifiquement pour ça et qui ont comme mission de venir en appui à l'interne, hein, pour cette réalisation, de former les nouveaux arrivants et puis qui font partie d'une communauté de pratique à l'échelle de la France, en fait, hein. Il y a des établissements en métropole et hors métropole dans cette communauté. Ce qui est très important par rapport à la mission PPA, c'est vraiment cette fonction de coordinateur. Un coordinateur qui, lui, est vraiment le fil rouge, j'ai envie de dire, tout au long de la démarche et du processus. Donc la slide là que vous voyez du coup fait état de tout le travail qui a été réalisé par les différents comités de suivi dans l'idée d'harmoniser au sein d'Argoed une procédure liée au projet personnalisé d'accompagnement, où on voit que ce que je vous exprimais tout à l'heure par rapport au démarrage du recueil des besoins et des attentes, la personne accompagnée et sa famille est présente du début à la fin du processus. Voilà. Vous pourriez même d'ailleurs la rajouter ouais, dans la Sur le partie. recueil des besoins, tout Oui, à oui, fait. tout à fait, parce que vous ne pouvez pas évidemment faire les évaluations sans qu'elles soient présentes. Mais effectivement, par rapport au schéma qu'on présentait tout à l'heure, on voit bien que là, ben, à chaque étape, finalement, elle est là, elle peut s'exprimer et ça peut faire l'objet de négociations. Qu'est-ce que ça a produit, l'introduction de cette démarche, selon vous? Alors pour ma part, parce que moi donc c'est ma 4e rentrée scolaire et en tant que responsable de service, j'ai vraiment vu une évolution à la fois du côté, des compétences, de faire apparaître vraiment, révéler les compétences des personnes accompagnées, de pouvoir, reconnaître leurs attentes, de mesurer que parfois il y a un écart entre, parfois les attentes d'un jeune, les attentes de ses parents et les attentes, des professionnels. Et donc l'idée, c'est de se mettre, en accord autour d'elle ou de lui pour, définir des objectifs qui fassent sens pour lui. Et puis du côté des professionnels, là aussi un changement de posture, assez important puisque, au démarrage de ma prise de poste, les familles étaient, les dernières, signataires du projet, qui avait été pensé, par les professionnels, hein, qui voulaient bien faire, mais voilà, c'était dans l'époque, à l'époque, ça se passait comme ça. Et aujourd'hui, du coup, voilà, c'est vraiment un pas de côté, un gros pas de côté fait par les professionnels qui construisent ensemble avec le jeune et sa famille les projets. Et puis en se disant que parfois il peut y avoir des écarts, mais de ces écarts peuvent naître des échanges, des débats et se mettre tous d'accord sur un objectif à atteindre. Est-ce que les jeunes, les familles, ils en disent quoi de tout ça?
Bah, en fait, sur les retours qu'on a de la part des familles, c'est que voilà, il y a le sentiment de se sentir davantage associé, de partager un regard de parents combiné à un regard professionnel où on va être forcément distancié affectivement, où on va vraiment être sur des compétences des compétences techniques ou des savoir-faire ou savoir-être. L'idée, c'est de pouvoir aussi s'exprimer sur les différents domaines de la vie de l'enfant, donc de pouvoir aussi faire un espèce de diagnostic de où en est mon enfant. Et c'est aussi une richesse pour eux, pour les parents, de se dire que il y a des choses à travailler, mais il y a aussi des compétences qui sont présentes, qui jusqu'ici n'étaient pas forcément exprimées, mais qui finalement permettent aux parents et aux professionnels d'ailleurs de mesurer le chemin parcouru par les jeunes accompagnés, quoi. Merci. Vous avez aussi, vous nous partagez aussi quelques retours de professionnels parce que ce changement, j'imagine que pour certains, il n'est pas toujours aussi simple et aussi évident que cela. Il peut même être un peu inconfortable. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter peut-être au-delà du partage des retours écrits qu'on a à l'écran? L'idée, en fait, c'est de se dire que, enfin, moi, je trouve que les comités de suivi ont vraiment un rôle très important parce que nos outils aujourd'hui, tels qu'ils existent, ils sont évolutifs et que par rapport à ces outils un peu normés, c'est aussi la question de comment la famille s'approprie parfois des grilles qui peuvent être qui peuvent paraître rigides, comment les professionnels parfois ont envie de vouloir remplir toutes les cases pour être de bons professionnels, mais c'est tout l'accompagnement que ça nécessite. Alors, moi, du coup, en tant que formatrice accompagnatrice aussi sur l'établissement, de pouvoir rassurer les professionnels sur le fait que ça prend du temps, que déjà dans l'idée d'essayer en partant de la personne et de sa famille, de ce qu'elle exprime, à partir de là, il y a déjà le pas de côté qui est fait. Et donc, après, il faut accompagner, mais ça prend du temps, effectivement. Et il y a déjà eu un gros chemin de parcouru de la part des professionnels. Ça reste encore à accompagner. Enfin, c'est un exercice qui prend du temps et on ne peut que s'améliorer. Et même moi, en étant formatrice accompagnatrice, je progresse aussi tous les jours en travaillant sur des projets personnalisés de manière régulière. Alors, les participants nous disent quand un jeune n'a pas les mêmes attentes que sa famille, que se passe-t-il? Eh ben, on le fait apparaître, que justement dans les regards croisés et parfois différents, dans l'outil, en fait, il y a tout ce qui est une partie qui correspond aux besoins identifiés par la famille, aux besoins identifiés par le jeune, parfois aux besoins repérés par les professionnels. Et puis à partir de tout ça, on se met d'accord sur des besoins convenus. Donc même si on n'est pas en accord sur des regards un peu différents, l'essentiel, c'est d'arriver à un besoin qui soit convenu par le jeune, par la famille et par les professionnels. Et puis, du coup, de pouvoir se dire, s'il y a des besoins sur lesquels on n'était pas en accord, on les trace quand même parce que quand on fera l'évaluation du projet personnalisé, on pourra revenir dessus en se disant, vous vous rappelez, il y a 6 mois, vous aviez nommé ça, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour se dire que finalement, il faut le transformer en objectif? Donc, l'idée, c'est de faire apparaître les désaccords pour que ce soit source d'échange et de débat. Ok, super. Il y avait peut-être une autre question sur ce que j'ai évoqué entre les deux retours d'expérience. Donc je les formule et puis je vais y répondre, hein. Est-ce que les outils doivent être validés par des instances spécialisées ou peuvent-ils être validés en interne? Donc je vous rappelle que nous parlions d'outils d'évaluation des besoins, ça veut dire plutôt d'outils d'évaluation fonctionnelle ou de grilles d'évaluation fonctionnelle ou de techniques d'évaluation. Clairement, en interne, quand on développe une méthodologie, on n'a pas le niveau de preuve requis. Donc, on ne parle pas de la mise en forme d'un document qui va faciliter l'expression, on parle vraiment d'un outil d'évaluation fonctionnelle. Et pour ça, je vous invite vraiment à aller rechercher ce que c'est que l'évaluation fonctionnelle, parce qu'il nous faudrait bien plus d'1 heure pour expliciter dans la variété des publics
métriques et des domaines que l'on peut avoir à évaluer. Qu'est-ce que c'est qu'un outil d'évaluation fonctionnelle et qu'est-ce que c'est qu'un niveau de preuve suffisant. En tout cas, là, l'évaluation des besoins, elle doit effectivement, elle diffère légèrement de l'expression des attentes seuls des outils avec un bon niveau de preuve, donc en général développés dans le cadre de travaux de recherche, vont avoir un niveau de preuve suffisant. Voilà pour la réponse à cette question. Euh, je pense que la deuxième qui demandait si les outils créés par un établissement peuvent-ils être valides dans le cadre de l'évaluation HAS, cette question c'est un petit peu la même. C'est-à-dire que si vous avez créé un outil d'expression, bah, c'est super. Et là, on n'a pas besoin d'un niveau de preuve. Si vous avez créé un outil d'évaluation fonctionnelle, bien, du coup, peut-être vous n'aurez pas le niveau de preuve suffisant. Donc, référez-vous à chaque fois dans les recommandations de bonnes pratiques spécifiques. Un certain nombre d'outils d'évaluation des besoins sont également cités. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Arwed pour le moment? Alors oui, une dernière question Une et dernière qui est question. aussi posée pour Madame Vielle Ok. tout à l'heure, c'est l'intégration du projet personnalisé dans le système informatique, donc le DUI. Comment s'est opérée cette intégration? Alors, est-ce que la méthodologie que vous avez déployée, on va commencer par Argwed, a été compatible avec votre DUI, s'il est informatisé ou pas? Alors, notre DU est informatisé. Alors, il se trouve que on est en plein déploiement on a pu, avec l'éditeur, adapter en fait notre outil pour que, adapter le DUI plus exactement pour que nos outils de projet personnalisé d'accompagnement puissent être intégrés. Alors, je ne vous cache pas, au départ, j'étais très inquiète parce que notre première rencontre, en gros, c'était « Ah, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible, ça ne va pas être possible ». Et puis, en fin de compte, de fil en aiguille, ben, on a réussi ensemble à faire ces adaptations-là. Il y a encore quelques ajustements qui sont à prévoir, mais par rapport d'où on est parti, vraiment, je pense que ça pourra. Enfin voilà, c'est bien intégré aujourd'hui dans le dossier informatisé. Super, merci Catherine. Et de votre côté, Pascal, comment ça s'est passé? Oui, c'est tout à fait possible de l'intégrer au logiciel de soins. Nous, on travaille avec NetSoins et il y a un onglet projet personnalisé avec des sous-onglets recueil de l'histoire de vie, projet, activité, vie sociale, etc. Donc, il y a tout à fait moyen de le reporter dans le logiciel, oui. Et Ok, c'est la psychologue chez nous qui qui fait fait ce le travail-là. lien avec le logiciel de soins. Ok, merci beaucoup. Merci aussi pour vos témoignages. Vous pouvez voilà, couper vos caméras et peut-être qu'on aura d'autres questions en fin de session où on refera appel à vous s'il y en a qui vous concernent ou on a besoin de votre éclairage. Ah non, pardon, je vous ai coupé un peu tôt. Vous aviez envie de parler de vos défis et de la poursuite. Excusez-moi. Mais Je vous laisse finir. très rapidement, c'est ce que disait Marion, qu'en fait, c'est vraiment une démarche, là, pour le coup, d'amélioration continue. Et s'il y a un point qu'on souhaite vraiment améliorer, c'est la co-construction, elle y est. Après, c'est dans la formalisation. On trouve qu'on est encore beaucoup sur une formalisation qui ne s'adapte pas complètement, en fait, à la compréhension de chacun. Et donc, on a bien l'intention de travailler ça en lien avec notre projet de communication alternative augmentée pour rendre accessible ce qu'on a défini ensemble avec les personnes de manière formelle cette fois-ci. Voilà. Et puis, donc, on va essayer aussi de travailler avec un outil complémentaire, puisqu'on est dans des liens forts avec des méthodes québécoises. Et donc, l'approche d'inspiration psychoéducative, elle est intéressante parce qu'elle permet de prolonger un peu cette posture dans la réalisation concrète des accompagnements.
Donc là aussi, on va essayer de mettre en place des choses et puis de s'inscrire plus largement, vraiment sous la coupe de l'autodétermination avec ces 2 démarches-là, plus là, on a 2 personnes, dont Marion, qui va partir se former à Trois-Rivières, très prochainement, à la chaire d'autodétermination, donc au Québec. Donc voilà, on va vraiment Ok. essayer de faire quelque chose de très fort autour de l'autodétermination. Voilà. Merci aussi pour nous dire ben, où ça vous emmène en termes de perspective et de le partager. Peut-être sur ce point, donc sur ce point qui concernait la co-construction réelle, donc on vous a quand même montré un certain nombre d'illustrations qui viennent du terrain. Vous dire que ça doit aussi respecter le consentement évidemment éclairé. Si vous cherchez des outils, vous signalez 2 ressources vraiment intéressantes sur la question du consentement de la personne en situation de handicap ou de la personne âgée qui seront aussi disponibles dans les ressources du webinaire. 5e point de vigilance, ben, c'est un projet construit par la personne avec le soutien éventuel de son entourage. Clairement, ce à quoi il va falloir être attentif, c'est vraiment est-ce que la possibilité d'inviter son entourage a bien été proposée à la personne. Et peut-être aussi, ça rejoint la question de quand et comment impliquer l'entourage de manière pertinente, parce que c'est bien à la personne de décider ces éléments-là, et que si elle n'a jamais expérimenté le fait de décider toute seule pour elle-même dans sa vie, peut-être que cette question, elle va être difficile. Donc, ben, ça fait aussi le lien avec l'accompagnement et l'intérêt d'ouvrir des opportunités, d'expérimenter régulièrement le fait de décider seul pour soi-même, ce qui permet d'être plus à l'aise ensuite sur une proposition d'ouvrir à l'entourage la co-construction ou non. Et puis, ben, on a commencé à l'évoquer autour du témoignage d'Argwed, hein, mais comment gérer les conflits entre volonté de la personne et attente familiale. Évidemment, ben, on va être obligé de revenir sur de la pédagogie, sur les droits des personnes accompagnées, expliciter les ressentis, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça c'est important pour votre proche, et parfois lever des peurs. Et je me rappelle que c'est dans un échange avec notamment Madame Viel que cette question est venue, hein. De quoi avez-vous peur si? Et puis si la personne n'est pas apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, alors par défaut, le consentement du représentant légal sera recherché. 6e point de vigilance, les professionnels doivent mobiliser les outils et les ressources pour mettre en œuvre le projet, ce qui suppose que le projet soit connu par toute l'équipe. Et ça, c'est un point qui, dans les évaluations, montre quelques fragilités. Le projet, il est en général connu du référent quand il y en a un. Il n'est pas toujours connu de toute l'équipe. Et donc, s'il y a une voie de progrès sur laquelle on peut avancer tous ensemble, c'est bien la connaissance des projets par l'ensemble de l'équipe qui accompagne la personne. Un projet, bien sûr, vous l'avez vu, co-évalué hein, dans le cycle du projet, et un projet qui évolue. Donc les professionnels doivent assurer la traçabilité et la réévaluation du projet d'accompagnement avec la personne chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an. Je vous ai remis les éléments des recommandations de bonne pratique en dessous, à la fois sur le suivi et sur la périodicité de l'évaluation, des points de vigilance hein, qui ont pu faire l'objet de remarques de la part des évaluateurs dans certains rapports d'évaluation. Pour aller un peu plus loin sur la question de la co-construction, je vous renvoie à cette fiche pratique en FALC que vous allez trouver aussi sur le site de la HAS, hein, aider les personnes à s'engager dans leurs accompagnements, ou peut-être, vous voyez, on pourrait réutiliser ce petit paragraphe qui a été travaillé par des personnes accompagnées au GAPAS, hein. Évaluer le projet veut dire que tous ensemble, on va dire ce qui est bien
dire ce qui est moins bien, se corriger, changer des choses, continuer ce qui est bien et proposer des idées différentes. Ça peut vraiment aider la personne à s'impliquer dans l'évaluation de ce projet, hein, quand elle peut avoir des difficultés de compréhension ou d'expression. En résumé, si on fait un petit peu le tour des points de vigilance autour de cette question et des critères du chapitre 1 concernant le projet personnalisé, eh bien, on est bien sûr un projet personnalisé pour chaque personne accompagnée, qui va être construit par la personne avec le soutien des professionnels. Donc, le rôle des professionnels n'est pas de construire le projet, il est de rendre possible une construction de projet, une évaluation des besoins qui va être faite à l'aide d'outils validés, une personne qui va participer à chaque étape avec le respect de son consentement à chacune des étapes et un projet construit par la personne avec éventuellement le soutien de son entourage si elle le souhaite. Donc si la proposition lui en a été faite et qu'elle a dit bah oui, moi je le souhaite. Des professionnels qui mobilisent les ressources et les outils pour mettre en œuvre le projet et qui donc doivent le connaître, hein, et un projet coévalué et qui évolue dans le temps. Peut-être, est-ce que je réponds à un certain nombre de questions avant de vous repasser la parole? Je vérifie où est-ce qu'on en est en termes de temps. Euh, il reste 7 minutes. Donc, une première question qui disait, est-ce qu'on a une liste de contacts pour les outils d'évaluation validés? Bah, peut-être qu'on pourra vous proposer quelques contacts possibles. Et puis, mais on va devoir le construire. Donc, quand ce sera fait, ben, on vous en informera sur nos différentes pages qualité. Et puis, outils d'évaluation des pratiques sur le PAP. Qu'est-ce que c'était que la formulation? Je la comprends pas bien la C'est question. ça. Avez-vous un outil d'évaluation des pratiques sur le PAP? La question est celle-ci. Alors, je pense que c'est un outil qui permet de savoir si la démarche est bien structurée et répond aux attentes, notamment des recommandations. Je le perçois comme ça. Ouais. Un audit sur le PAP, une analyse de pratique sur le PAP. Ouais, ben, on pourrait assez vite le construire rien qu'avec cette page de résumé en Faire un état disant, La en personne. disant bah, finalement à chacune de ces questions et de ces points, est-ce que nous on dirait que oui, c'est ce que l'on fait ou non, on ne l'a pas fait. Mais de mémoire, Thomas, Brigitte, vous pensez à un outil Moi, je vois pas là. Alors, au niveau de la fédération des SRA, il y a un outil qui a été développé par Calira Santé qui consiste justement à réaliser un diagnostic, un état des lieux de l'organisation autour du Ok, projet d'accompagnement. Et on est en train de le retravailler au niveau national il est en actuellement. train d'être mis. Mais voilà, des choses Il y a déjà un premier outil du côté de Calirel Santé. Et il y a aussi la Starax qui avait travaillé sur un audit, plus audit de dossier, du coup, Ok. reprenant effectivement un certain nombre d'attendus, la traçabilité du PAP, des Est-ce qu'on objectifs. peut les partager avec le webinaire, ces outils, ou ils sont pas diffusables? Alors, c'est sous le couvert enfin, avec l'autorisation Des SRA. des SRA. Des SRA. Bon, Donc, ok. faut pas hésiter à revenir vers nous si vous souhaitez pour qu'on puisse en faire, nous, la demande en tant Ok, que SRA. d'accord. Voilà, c'est un peu. Effectivement, après, avec ce diapo, déjà, en reprenant le résumé, on a une liste On a déjà une liste de d'éléments. critères qui Mm. doivent vous permettre de mener un audit, tout à fait. Je repasse la parole à l'Agence régionale de santé Bretagne pour un point sur les actualités. Tout Et à donc, c'est Pauline qui est avec nous. Oui, bonjour à tous. Oui, voilà, c'est ça. Je voulais savoir si tu avais bien le support. Donc, c'est Oui, pas parfait. de souci. Donc, effectivement, ce qui nous paraissait important aujourd'hui, c'était de vous faire un petit focus sur des actualités qui touchent effectivement le champ de l'évaluation. Des actualités sur lesquelles on va passer rapidement pour aujourd'hui, mais il nous semblait important de vous en parler et on organisera un webinaire dans un second temps pour aller plus loin sur ces sujets. Donc, tout d'abord, s'agissant des évolutions du manuel. Donc, la Haute Autorité de Santé a mis à jour le manuel d'évaluation des ESSMS cet été.
pour améliorer le dispositif. Donc, tout d'abord, les références documentaires et réglementaires ont été actualisées. Et ensuite, il y a des fiches pratiques qui ont été mises à jour ou qui ont été ajoutées. Donc, les fiches qui ont été mises à jour, c'est celles notamment sur la durée minimale de visite qui a été fixée à 2 jours. Ensuite, il y a l'actualisation des catégories finesse. Il y a également des modalités de réalisation de l'accompagné traceur qui ont été réalisées et qui affichent notamment des seuils minimum de nombre d'accompagnés traceurs à réaliser en fonction de la capacité des établissements et des services. Et enfin, il y a une nouvelle fiche pratique qui explique la démarche à suivre pour une évaluation multi-ESSMS, donc les demandes de regroupement d'évaluation en un rapport unique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces évolutions, elles ont un impact important sur la réalisation des évaluations qui sont en cours ou à venir. Et à compter du 17 octobre 2025, elles s'appliquent à l'ensemble des évaluations. Donc, sujet important à creuser. Donc, vous aurez l'ensemble également des liens qui seront disponibles dans le support. Ensuite, l'autre nouveauté qui est intervenue le 16 septembre 2025, donc c'est tout récent, comme vous le savez certainement, les rapports d'évaluation des ESMS sont désormais disponibles sur Caliscope, donc sur Internet, et accessibles au grand public. Donc ces fiches qualité qui sont disponibles sur Caliscope, elles précisent une échelle allant de A à D en fonction du niveau de qualité estimé dans le rapport d'évaluation. Et il y a également des extraits de rapports synthétiques qui sont disponibles. Donc, pour rappel, les fiches précisant l'échelle qualité, elles doivent être affichées dans les locaux des établissements avant le 31 décembre 2025 pour les structures qui sont évaluées jusqu'au 1er avril 2025. Et pour les autres, c'est au plus tard 4 mois suivant la clôture de l'évaluation. Donc, vous pouvez trouver sur le site de la HAS un kit de communication. Et comme je le disais tout à l'heure, on est conscient que ça va générer et que ça génère déjà de nombreuses questions de votre part, tant pour les évolutions du manuel que pour la publication sur Caliscope. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est d'organiser prochainement un webinaire sur ces sujets d'actualité. Donc d'ici là, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pour qu'on puisse les prendre en compte dans ce webinaire. Voilà Gaëlle, je te repasse la parole pour la conclusion. Alors, est-ce qu'il y avait des nouvelles questions? Je vois que Madame Lejar a levé la main. Je suis désolée, mais en fait, les questions, elles devaient être posées exclusivement via la petite icône Q et R qui est en bas de votre écran, je pense. En fait, nous ne pouvons pas ouvrir les micros des participants. Donc, je ne sais pas si vous souhaitiez prendre la main poser une question. Euh, il est maintenant 13h30. On essaye de respecter le format de nos webinaires. Et donc, du coup, on va clôturer. Je lance juste un dernier petit sondage si j'y arrive. Et voilà. Et on vous dit à très bientôt. Donc vous serez bien évidemment informés de la suite des prochains midis de la qualité. Normalement, en vous inscrivant, bah, vous allez être automatiquement entré dans la liste de mailing. Et puis, nous vous souhaitons une belle semaine qui a déjà démarré depuis ce matin et on vous dit à très bientôt. Au revoir Merci, à au tous, revoir. merci.